Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres de ce journal. Aujourd'hui, 3 novembre, c'est la journée mondiale de la gentillesse, une occasion pour encourager la gentillesse, mais aussi enclencher une prise de conscience profonde afin que chacun l'intègre dans sa vie quotidienne. On parlera dans cette édition du glaucome, cette maladie des yeux qui entraîne la destruction progressive du nez et qui peut aboutir à la cécité. Et de plus en plus, la transhumance est un réel problème de sécurité avec la montée en puissance des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Pour y pallier, la sédentarisation est préconisée. Merci de votre fidélité. Elle est considérée comme une qualité importante pour la plupart des sociétés et religions célébrées ce jour par la communauté mondiale. La gentillesse est une âme vertueuse qui vise à répandre le bonheur, la joie et la paix entre les peuples, les uns envers les autres. La gentillesse est-elle toujours valorisée aujourd'hui? Quelques citoyens béninois en parlent ici au micro de Daniel Sosa et Louis Koudogbo. La gentillesse, c'est un comportement. C'est un comportement altruiste qui permet de prendre soin de son prochain en tenant compte de ce que la personne a. D'abord, c'est la courtoisie envers les autres, la manière de faire et qui les rend confiants, libres de rester avec vous. La gentillesse, c'est d'être franc avec quelqu'un, de respecter la personne, de donner, d'être gentil. La gentillesse est relative en fait, donc ça peut dépendre d'une culture, ça peut dépendre d'un endroit à un autre. On ne peut pas dire que les personnes gentilles n'existent plus. Ils existent quand même. Le reste, c'est que pour qu'une chose existe, il faudrait quand même que son contraire existe aussi. C'est certainement cela qui fait qu'on constate beaucoup plus qu'il n'y a pas de personnes gentilles, puisque l'homme a tendance à beaucoup plus parler de ce qu'on lui a fait de mal, plus que de ce qu'on lui a fait en bien. Donc cela aussi fait qu'on a du mal à savoir lorsque les gens sont gentils en fait. L'homme est gentil, c'est peut-être la société qui a transformé l'homme. L'homme d'aujourd'hui n'est plus gentil parce que les gens se servent de la gentillesse pour faire du mal. Vous pouvez être gentil avec quelqu'un, mais au retour, vous n'avez pas la gentillesse de cette personne-là. Je suis enseignante, je suis institutrice. Nous devons être gentils avec les enfants. Parce que sans la gentillesse, l'enfant ne peut pas comprendre ce que vous êtes en train de lui apprendre. Certes, notre métier, c'est comme une main de fer dans un gant de velours, mais la gentillesse doit dominer. C'est la main qui tape, c'est cette même main qui cajole. Donc la gentillesse peut dominer chez nous. J'invite tout le monde à cultiver encore la gentillesse. Ça aide beaucoup de personnes. Nous en avons besoin, surtout dans la société où nous sommes. Nous en avons besoin. Je vais simplement dire à tous les Béninois de bien vouloir se montrer gentil en fait et puis de relayer beaucoup plus ce qui est fait en bien que ce qui est fait en mal. Santé oculaire à présent, parmi les maladies qui peuvent toucher l'œil, il y a le glaucome, un mal silencieux qui a un taux de prévalence de 4% en Afrique. Mais qu'est-ce qui cause cette maladie et que peut-on faire pour l'éviter? Marianne Bossemende et Louis Koudogbo pour plus de précisions. Quand je suis venu, ils m'ont dit que j'ai le cataract, ça fait il y a plus de 5 ans. Parce que les maladies sont là, d'un jour à l'autre, ça réagit. Et en ophtalmologie, c'est souvent le cas. Comme la cataracte, le glaucome de forme chronique est une maladie oculaire qui évolue en silence. C'est une détérioration de la tête du nerf de la vision, le nerf optique, associé à un rétrécissement du champ de vision. La cause du glaucome, c'est une fermeture ou bien un rétrécissement du filtre qui permet au liquide donc de circuler. Ce liquide est appelé l'humeur aqueuse, une substance produite au niveau de l'œil.
Pour comprendre son lien avec la maladie, il faut retourner au circuit d'évacuation du liquide. Il y a un filtre ici qui permet à ce liquide de sortir. Lorsque le filtre est bouché, en fait, le liquide ne passe plus. Le liquide s'accumule forcément, donc ça crée une hyperpression de l'œil. L'hyperpression de l'œil est due à plusieurs facteurs prédisposants et quelquefois héréditaires. L'hypertension et le diabète, la drépanocytose, etc., qui agissent sur l'œil, favorisent la destruction de l'œil. Lorsque donc les parents ont souffert de glaucome, le risque, quelquefois, est multiplié par plus de 10, donc chez les enfants. Les enfants devraient donc, en dehors de tout symptôme, consulter un ophtalmologue. Lorsque le dépistage est fait tardivement, le mal est souvent à un stade avancé. Lorsque ça commence par se manifester, déjà c'est trop tard. Donc pas la moment de petites douleurs et puis un flou visuel et puis ces petits signes qui amènent le patient à consulter. Chez ce patient venu en consultation, le glaucome a été détecté il y a plus de 20 ans sur les 2 yeux. La cataracte, j'ai été opéré 2 fois ici. Je suis suivi aussi pour le glaucome, c'est-à-dire la tension sur l'œil. Le même docteur qui m'a suivi, ça s'améliore. L'œil gauche, je vois très bien et je lis parfaitement. La lecture correcte, un avantage dont ne peut jouir le sujet glaucomateux que si le mal est dépisté à temps. Une fois la destruction du nerf entamée, c'est irréversible. Il n'y a pas un traitement donc, qui puisse faire renaître le nerf. Il faudrait suivre scrupuleusement le traitement prescrit par le médecin et puis aussi les surveillances pour que le nerf, le peu qui reste, puisse être sauvegardé et rester longtemps. Le sport et la consommation de certains fruits comme la carotte sont des éléments qui assurent une bonne santé de l'œil. Toutefois, une consultation chez le spécialiste une fois par an, en dehors de tout symptôme, reste l'idéal. Parlons à présent de ce système d'élevage fondé sur le déplacement de troupeaux d'une région à une autre. La transhumance, un phénomène qui crée souvent des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et pour réduire les dégâts liés à cette pratique, l'option de la sédentarisation est de plus en plus évoquée. Un agronome nous en parle. Fondamentalement, c'est les questions de ressources naturelles, c'est-à-dire les ressources fourragères et les points d'eau. C'est ça qui amène souvent ces éleveurs à se déplacer de leur pays d'origine pour pouvoir aller vers d'autres pays d'accueil. Donc, autre que ça, il y a les raisons économiques. Du fait qu'ils ont besoin de ressources pour pouvoir faire face à un certain nombre de besoins, ils se déplacent et en se déplaçant, ils vendent des animaux. Ils produisent également du lait pour pouvoir satisfaire un certain nombre de personnes. Dans ces déplacements, ils cherchent là où ils peuvent avoir des résidus de récolte ou bien là où on peut avoir un peu de verdure ou bien de ressources fourragères. Et dans ça, c'est souvent des espaces utilisés par les agriculteurs. Et parfois, il y a même des spéculations sur le champ et ces éleveurs ou bien ces animaux vont perdre ces ressources, ce qui crée fondamentalement des conflits entre éleveurs et puis les agriculteurs. Il y a la zone de Dassa-Zoumé et puis la zone de Glazoué qui ont été identifiées comme des zones de transhumance. Et c'est déjà ça une approche de solution par rapport à la transhumance. Parce que même si on va vers une sédentarisation, c'est-à-dire on identifie un lieu où ces éleveurs peuvent se regrouper, se réunir, faire leurs besoins, il y a toujours un moment où ils vont faire la transhumance pour pouvoir mieux maîtriser la conduite pour un jeune éleveur, pour pouvoir comprendre d'autres réalités culturelles, socio-culturelles. Pour faire la sédentarisation, il faut également disposer d'une quantité de ressources naturelles suffisante pour pouvoir satisfaire le besoin en troupeau donc des éleveurs. Et généralement, ce qu'on constate au Cameroun, par exemple, ça a été une solution, mais ça n'a pas vraiment duré parce que les espaces proposés, ou bien disponibles plutôt, par l'État n'étaient pas suffisants pour pouvoir satisfaire les besoins en alimentation de ces troupeaux-là. Donc, sédentarisation, oui, mais il faut également former ces éleveurs ou bien les informer sur des zones qui peuvent exister à un moment donné pour pouvoir faire de la transhumance.
Information du Bénin, le Cameroun se dote d'une stratégie nationale de lutte contre le braconnage et la criminalité faunique. Si la chasse, qui s'étend souvent jusqu'aux espèces protégées, alimente les circuits commerciaux juteux à l'intérieur du pays, le Cameroun est aussi parmi les plaques tournantes du trafic transfrontalier des espèces fauniques. Protéger la corruption de fonctionnaires de grade inférieur au point de contrôle clé sur les marchés aux limites des parcs et dans les ports soutient également les flux commerciaux d'ivoire illégal. Selon un rapport de la Banque mondiale, le pays tient cette place de la corruption à laquelle n'échappent pas les agents du ministère en charge des forêts et de la faune. La feuille de route permettra donc de réduire ces phénomènes aux conséquences environnementales et socio-économiques néfastes, mais qui font les affaires des trafiquants de toutes sortes. Au Kenya, 700 personnes sont décédées l'année dernière de morsures de serpents. Et sur le continent, des centaines de milliers de personnes en meurent chaque année. Un centre de recherche basé à Nairobi développe un anti-venin. Il pourrait devenir le premier créé en Afrique de l'Est. Afin de sauver la vie de ce petit garçon mordu par un serpent, son doigt a dû être amputé. Le doigt était enflé. Il est devenu tout noir. Il s'est mis à pourrir. Ça sentait mauvais et le médecin a suggéré d'amputer le doigt avant que toute la main ne soit affectée. Dans les zones rurales, des médecins se rendent en moto dans les villages pour alerter sur les dangers des morsures. Mais parfois, l'information arrive trop tard. Ma fille de 3 ans s'est mise à crier et à vomir à 3 heures du matin, mais je ne savais pas qu'un serpent l'avait mordue. Le lendemain matin, je pars chercher de l'eau à la rivière et quand je rentre à la maison, ma fille aînée me dit que sa sœur est morte. À Nairobi, ce centre de recherche travaille pour réduire le taux de mortalité dû aux morsures. Là, nous allons extraire du venin d'une vipère heurtante. Les chercheurs extraient le venin et l'injectent à petite dose dans des animaux tels que des moutons. Ils produisent des anticorps qui sont prélevés et purifiés pour créer un antivenin. L'objectif est de lancer un vaccin efficace d'ici 5 ans. Pour l'heure, 2 antivenins sont utilisés au Kenya, mais ils sont tous les 2 importés d'Inde et du Mexique. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.